Bonjour, Perrine Jean-Girard, psychologue clinicienne. Alors aujourd'hui, je vais continuer de vous parler de la violence, mais je vais vous proposer des solutions. Comment est-ce qu'on s'en sort quand on est pris dans une relation où il y a de la violence, quand on est pris dans le cycle de la violence et qu'on a l'impression qu'on n'en sortira jamais? Quelle est l'issue? Comment arriver à mettre en place des actions pour sortir de la violence? La première chose que j'aimerais dire, c'est que c'est très long et c'est très compliqué et ça demande énormément de courage, contrairement à ce que la plupart des gens pensent. À mon cabinet, la première chose que je dis aux femmes qui vivent ça, c'est jamais, jamais je ne vous jugerai si vous restez. Jamais je ne viendrai critiquer le fait que ça va prendre des mois, voire des années. Jamais. C'est un processus psychique qui est extrêmement complexe et qui est très 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 difficile à mettre en place quand on a compris comment ça marche. Donc il ne faut pas se décourager, il faut trouver de la bonne écoute et des bons professionnels, et la plupart du temps, essayer aussi d'expliquer à sa famille et à ses amis comment ça marche, ou leur proposer d'écouter mes podcasts, tiens, pourquoi pas, parce que c'est quelque chose de très complexe, la plupart des gens ne connaissent pas, et vont vouloir vous aider, mais ils vont pas vous aider de la bonne façon. Et souvent, les femmes, elles commencent à parler de la violence, elles commencent à demander de l'aide, et on essaye de les aider pas comme il faut. Comme ça marche pas, elles finissent par se couper de ces personnes qui, d'une certaine façon, les jugent. Mais enfin, pourquoi t'y retourner? On sait que toutes les femmes victimes de violence, elles y retournent. C'est un truc immanquable. Qui est dû au cycle de la violence dont j'ai parlé dans un autre podcast. Donc les choses à savoir, d'abord, c'est des choses en termes de légalité et de médecine légale. Si certaines femmes avaient su ça, certainement que ça les aurait aidées. Savoir que si vous avez subi des violences physiques ou même psychologiques, vous pouvez aller aux urgences, les urgences psy ou les urgences médicales, faire constater vos blessures ou votre état psychologique pour certaines qui tremblent de la tête aux pieds, et avoir un certificat médical qui fait état de ce qui est visible. Et en plus, éventuellement, vous faire soigner et avoir des personnes qui vous prennent en charge et qui s'occupent de vous. Souvent, les femmes ne font pas ça parce qu'elles ont peur et qu'elles ne veulent pas porter plainte, ce que je comprends tout à fait. C'est extrêmement difficile de faire la démarche de porter plainte. C'est quelque chose qui demande un énorme accompagnement et qui demande des connaissances. Pour autant, on peut tout à fait aller faire constater chez un médecin et ne pas porter plainte, et vous avez un délai de 6 ans pour le faire. 6 ans, c'est long. La plupart des femmes que j'accompagne, en 1 ou 2 ans, elles s'en sortent. Ça dépend de la durée de la relation. Il y en a quelques-unes qui s'en sortent en quelques mois. C'est pas la majorité. Ça demande de la préparation, et ça demande de faire à des étapes, dans ces moments clés du cycle de la violence, des actes qui vont préparer le moment où vous allez fuir. Il est très important de savoir que vous pouvez rédiger en amont le dépôt de plainte pour que tout soit déjà écrit et ne pas forcément avoir à raconter aux policiers. En général, maintenant, ils sont quand même mieux formés, donc ils vont lire votre dépôt de plainte. Souvent, ils vont vous poser des questions complémentaires parce qu'il va manquer des choses, mais ça permet de mettre une certaine distance et de pas arriver dans la panique de qu'est-ce que je vais dire, est-ce que je vais en oublier, est-ce qu'il va me poser des questions, est-ce que il y a certaines choses qui des fois sont très intimes et qui sont difficiles à dire, et là encore, un psychologue formé aux violences conjugales peut vous aider, vous accompagner dans cette démarche-là. N'oubliez pas aussi de garder des photos. Si vous n'êtes pas allé voir un médecin, c'est quand même des photos. Moi maintenant, avec certaines de mes patientes, je les prends en photo. Je prends les bleus, je prends la lèvre qui saigne, je prends l'état des lieux et je prends des notes. Moi, je garde des fois des mails ou des SMS qu'elles m'envoient. Je fais des captures d'écran. Et moi, en tant que professionnelle, je garde des preuves du fait qu'une patiente est venue me consulter et que je l'ai vue en danger et que je lui ai conseillé d'aller chez un médecin. Pour une, ça m'est arrivé d'appeler la police tellement j'étais inquiète. Et j'ai bien fait parce que son compagnon a pris 18 mois de prison. C'est une des rares situations où, mais ça a pris
Ça a pris des mois, je crois que ça a bien pris 18 mois avant qu'elle arrive à partir. Elle a suivi les étapes que je lui ai proposées, ça a pris du temps. À certains moments, j'avais l'impression qu'elle n'avait pas entendu ce que je lui avais dit, que ça lui paraissait trop difficile à mettre en place, et finalement, à chaque fois, elle l'a fait petit à petit. Dans ce genre de situation, il est important de mettre tous vos papiers en sécurité. Alors des fois, il y a des médecins qui vous proposent de garder les comptes rendus pour vous. Moi, en tant que psy, je peux proposer de garder dans votre dossier vos papiers médicaux pour vous, parce qu'on sait qu'en général, les agresseurs ont tendance à vouloir déchirer, voler vos papiers. Ils vident tout votre téléphone si vous avez pris des photos, donc n'oubliez pas de les envoyer à quelqu'un quand vous les avez prises. Et ça, c'est quelque chose auquel on pense jamais, garder des preuves. Ensuite, vous pouvez aussi déposer une main courante, vous n'êtes pas obligé de porter plainte. La main courante n'aboutira à rien, c'est juste, vous avez porté connaissance auprès du commissariat, il n'y aura pas d'enquête, rien du tout, mais au moins c'est acté. Et des fois, il y a une main courante, puis une deuxième main courante, une troisième main courante, et puis à un moment donné où vous êtes en sécurité, vous êtes parti, là vous pouvez aller déposer plainte, et puis vous avez tout un dossier qui est constitué. Souvent, les femmes ont tellement peur qu'elles ne prennent pas de photos, elles ne gardent pas les mails, elles ne vont pas chez un médecin faire constater, et je peux le comprendre. Et c'est pour ça qu'il faut avoir de l'aide dans votre entourage, et l'aide de votre entourage, ce n'est sûrement pas en vous faisant la morale et en vous disant « mais pourquoi t'es retourné, et pourquoi tu restes, et pourquoi t'as pas dit ça, et pourquoi t'as pas fait ça, etc. » Il y a une petite vidéo que j'ai trouvée sur YouTube qui est absolument fabuleuse, qui est tirée d'une série d'ailleurs que j'ai regardée. Ah, comment elle s'appelle? The Apple Tree Yard. Oh, elle est fabuleuse cette série. Et il y a un passage où le mari décrit à l'enquêteur pourquoi sa femme, elle n'a pas répliqué, pourquoi elle ne s'est pas défendue face au violeur. Et il lui met le couteau sous la gorge en lui décrivant exactement ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là. À partir du moment où vous avez peur, où vous êtes terrorisé, et il n'y a pas besoin qu'il y ait des violences physiques pour être terrorisé, le cerveau, il est en mode reptilien, comme les animaux. Et hop, au moindre bruit, il se fige, hop, il a envie de courir pour aller fuir, ou éventuellement il contre-attaque, ce qui est très rare chez les femmes. Quand le cerveau reptilien est en alerte, on est déjà dans quelque chose de l'ordre du trouble de stress post-traumatique. La violence a fait petit à petit un climat de stress qui est dommageable pour le cerveau, et le cerveau, il est paralysé. La personne, elle est terrifiée, terrorisée, et c'est quelque chose de très particulier parce que parfois, quand des personnes de mon entourage ou des patients me parlent, je me dis, mais enfin, quand même, c'est disproportionné. Il y a un petit truc comme ça qui a induit la peur que l'autre la tue. Et je me dis, mais voilà, il me manque un petit quelque chose dans l'histoire. Et en fait, non, une fois qu'on connaît le cycle de la violence et qu'on connaît le fonctionnement du cerveau, quelqu'un qui vit dans de la violence répétée, pour un truc banal, entre guillemets, de harcèlement pour une réunion parents-prof, elle a l'impression qu'on va la tuer. Bon, ce sont des choses qui arrivent, c'est normal une fois qu'on connaît bien, pas seulement la psychologie, mais le fonctionnement du cerveau. Ceux qui n'ont pas vécu ce genre de violence ne peuvent pas comprendre. Et souvent ils jugent en disant que la personne est hypersensible, hyper réactive, mais à partir du moment où il y a eu trauma, il y a forcément hypersensibilité et hyperréactivité. Et j'aime à dire quand même que quand on voit de la fumée, ce serait intéressant d'aller voir d'où vient le feu et qui a mis le feu. Et parfois, certains hommes sont très malins, mais alors c'est le top du malin. C'est lui qui vous demande d'aller chercher le petit bois, c'est lui qui vous demande de mettre les feuilles de journaux dessous, il vous tend l'allumette et il vous dit d'allumer le feu, et après il dit « Ah, mais moi c'était pas moi, c'est elle qui a mis le feu. Moi, j'ai rien fait. » Voilà. Mais sous la menace, avec des petites contraintes bien insidieuses, bien déguisées, il a réussi à faire en sorte que ce soit vous qui mettiez le feu. Et vous vous sentez coupable, et vous dites « Non mais moi je peux pas aller porter plainte, parce que finalement c'est moi qui ai été fautive, c'est moi qui... » Et effectivement, les violences psychologiques, même si c'est censé être connu, de nos jours c'est très compliqué, il faut trouver des psychiatres qui soient capables d'attester de tout ça, et j'avoue que je n'en ai pas encore trouvé dans le sud de la France.
On parle souvent des menaces, on parle souvent de la pression, mais il y a certains qui, par une forme de valorisation, sont capables d'arriver à vous faire sentir dévalorisé. C'est quelque chose de très 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 subtil. Il y a quelque chose d'assez sarcastique et ironique que d'autres ne peuvent pas entendre et comprendre. Il n'y a que vous qui savez que dans la façon de s'exprimer, c'est pas vraiment un vrai compliment, ou c'est un vrai compliment, mais face à ce compliment, vous avez un acte qui est en dissonance totale. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de la dissonance cognitive, mais quand quelqu'un dit quelque chose et fait l'opposé, en fait, votre cerveau, il bug. Il y a quelque chose qui fait gzzz, voilà, c'est la dissonance cognitive. N'importe lequel d'entre nous, s'il dit quelque chose et qu'il fait autrement, il va aussi se dire « Ah mince, c'est pas ça que j'avais dit ». Alors, des fois c'est simple, moi je vois mes enfants l'autre jour, on avait dit que on irait au cinéma, oui, bah la voiture est tombée en panne, on n'a pas pu y aller. Bon, ok. Oui, mais maman, t'avais promis. Pour eux, il y a un bug quelque part, voilà. Mais il y a quelque chose de logique qui s'explique. Quand vous êtes face à certaines personnalités, des pervers narcissiques par exemple, on pourrait arriver à vous dire, oui, mais enfin, t'avais promis. Et vous allez rentrer dans, mais la voiture est en panne. Oui, mais t'avais promis. Et ils sont en train de vous demander un truc qui est infaisable. J'aime beaucoup cette phrase-là qui dit que à l'impossible, nul n'est tenu. Souvent, les pervers ont tendance à demander l'impossible à leur victime, et la victime essaye. Elle ne se rend même plus compte que ce qu'on lui demande est impossible. Et elle commence à se perdre dans un labyrinthe terrible de la femme parfaite, la mère parfaite, l'amante parfaite, pour arriver à donner à l'autre ce qu'il souhaite, et comme il sait que c'est impossible, ce qu'il demande, forcément il vous met en échec, mais vous pensez que c'est de votre faute. Parce que vous êtes trop fatigué, du coup en plus vous étiez même pas jolie, vous aviez des cernes, et puis là vous avez même pas pris le temps de vous coiffer, parce que avec tout ça il y avait à faire, je suis partie en retard pour amener les enfants à l'école, et quand même, j'ai croisé un tel qui m'a dit que t'étais pas coiffée ce jour-là. Celui-là, c'est celui qui est pas suffisamment bon. Celui qui est suffisamment bon, il ne va jamais vous faire des attaques directes de ce genre-là. Il va se dédouaner en disant « Oh non, mais moi, tu comprends, avec toutes les responsabilités que j'ai à mon travail, je peux pas m'en occuper. » Donc, forcément, c'est toi qui gères. Il y a toujours une bonne justification, des espèces de fausses excuses de oui, mais bon, les hommes, ça sait pas faire deux choses à la fois, alors que le cerveau des femmes, on sait bien qu'il est fait comme ça, ce qui est totalement faux au passage, c'est éducatif, et il y en a beaucoup qui savent très très bien faire deux choses à la fois, juste ils n'ont pas envie de s'y coller. Oui, je vais t'aider à faire des choses dans la maison. Non, c'est pas de l'aide, c'est un partage, c'est une collaboration, parce qu'on vit tous au même endroit. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui vient dire que, non, en fait, parce que c'est comme ça, parce que c'est la culture, c'est la génération, mais où est-ce qu'on a vu qu'il y avait un partage de tâches équitable entre les hommes et les femmes de nos jours, enfin. Donc, tout ça, c'est insidieux, et la plupart du temps, les femmes finissent par regarder les maris des copines et se disent « Oui, c'est pas forcément mieux à côté, donc le mien est quand même très gentil, puis des fois il m'emmène en week-end, il me fait des surprises. » Alors ça, les agresseurs, ils adorent les surprises. Et ce qui est assez fou quand j'écoute certaines personnes, c'est que la surprise devient terrifiante. Ah, je te dis pas où je t'emmène, c'est une surprise. Et elle commence déjà à avoir peur. Et les enfants aussi. Parce que c'est rassurant de savoir où on va, c'est rassurant de pouvoir savoir ce qu'on met dans la valise, c'est rassurant de pouvoir se dire qu'on va pouvoir poser une journée de congé. Non, t'annuleras tous tes rendez-vous, il n'y a pas de problème, on partira sur un coup de tête, je te dirai pas quand, je te dirai pas où. Tout ça, ça crée de l'insécurité. Et ça crée un déséquilibre aussi, c'est pas un couple qui décide « Tiens, ça te dirait qu'on aille au Beau de Provence pour voir les super tableaux qui défilent avec de la musique classique. Ça y est, j'ai perdu le nom là de ce lieu magnifique, ça me reviendra, qui permet de « Ah oui, tiens, moi samedi, oh non, moi je préférais aller au fin fond de l'Ardèche, aller me baigner dans la rivière, il y en a d'autres qui vont dire je préfère aller à la montagne, oh puis non, si on restait tranquille à la maison. » Bon,
Et ça se discute et on décide ensemble. Ah non, souvent, ces hommes-là, ils aiment vous faire des surprises. Et vous avez l'impression au début que c'est agréable, et ils viennent vous faire livrer des fleurs au travail, et comme ça, toutes vos collègues vous envient et disent « Oh là là, moi j'aimerais bien que le mien il soit comme ça hein. !» Eh ben non, je t'assure, tu n'aimerais pas que le tien soit comme ça, parce que tu n'aimerais pas avoir le revers de la médaille que sont les violences conjugales. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, et encore une fois, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Bonne journée.